mètres, vitesse 900 km/h. La trajectoire et les paramètres sont identiques au vol de la veille réalisé par un autre avion de la même compagnie. Tout est parfaitement normal, c'est ce qu'indiquent les données émises par l'avion et reçues en temps réel, d'abord par l'aéroport de Pise en Italie, puis celui de Cannes-Mandelieu. Mais à 10h32, tout bascule. C'est ce que révèlent ces données de vol, publiées par un site spécialisé qui suit la trajectoire de tous les avions. En bleu, l'altitude chute brutalement. En rouge, la vitesse se maintient avant de décliner, elle aussi. La météo est correcte, mais l'avion perd 1 km par minute. C'est 3 fois plus rapide que lors d'une descente normale. À 10h39, l'altitude est de 2667 mètres, en dessous de certains sommets du massif des Trois Évêchés. Et pourtant, pendant la descente, l'avion n'aurait émis aucun message d'alerte, contrairement à ce qu'avait indiqué ce matin la Direction générale de l'aviation civile. C'est en fait un contrôleur aérien qui déclenche l'état de détresse, car l'avion perd le contact radio, probablement juste après s'être écrasé. L'exploitation des boîtes noires permettra-t-elle de répondre à toutes les questions? C'est ce qu'espèrent les enquêteurs. Bonsoir Jean Serrat. Vous êtes ancien pilote, vous êtes spécialiste d'aéronautique et d'aviation. On va vous entendre dans un instant et on va entendre également votre analyse. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Nicolas Châteauneuf, bonsoir, car vous avez ce soir des précisions sur ces 8 minutes où tout a basculé. Oui, en effet, ces 8 minutes, eh bien, les voici. On va les voir sur cette courbe qui montre l'altitude de l'A320 pendant tout son vol. On voit notamment bien le décollage, puis la montée, l'arrivée sur le plateau. Vous savez, c'est quand l'avion atteint son régime de croisière, autour de 10 000 mètres d'altitude. Et à cet instant, tout est normal. Et à 10h31 ou 32, il entame sa chute jusqu'au crash final. Si on examine d'un peu plus près eh bien, ces 8 dernières minutes, on voit que l'avion passe en 8 ou 9 minutes de 11 500 mètres d'altitude à 2000 mètres d'altitude. C'est une longue descente vertigineuse de 9 000 mètres. Ce qui était, c'est que celle-ci, finalement, on le voit, est très régulière. Et le cap de l'avion, on l'a entendu, eh bien, ce cap, lui, ne change pas jusqu'à l'impact à 10h41. Votre réaction, Jean Serrat, comment expliquer cette chute pendant 8 minutes? Ça, c'est le grand mystère qui est posé ce soir. Pendant 10 minutes, descendre à 1000 mètres par minute, sans sortir de la trajectoire. Je vous rappelle que la première chose que l'on fait lorsqu'on est pilote, qu'on veut descendre pour une raison X ou Y, tout le monde vous apprend dès les premières heures de vol, tout de suite sortir de sa route, environ 90 degrés à gauche ou 90 degrés à droite, déjà pour ne pas percuter les avions qui sont sur la même route que vous et qui sont en dessous. Et deuxième chose... Donc on fait un grand virage. On fait un grand virage. Et deuxième chose, bien évidemment, on est au-dessus d'une chaîne de montagnes comme les Alpes. La vallée du Rhône est juste à gauche. On va aller chercher un endroit où il y a moins de relief. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel de détresse lancé par le pilote et le copilote? Alors c'est vraiment le point crucial. Tous mes collègues et moi-même, nous avons vraiment un énorme point d'interrogation. Parce que c'est pas... Si pendant 3 minutes, supposons qu'un moteur explose, pendant 3 minutes vous êtes occupé à faire quelque chose dans le poste de pilotage, donc effectivement vous n'avez pas le temps de passer un message radio, tandis que là on parle d'une chute. Réactivez. Prise en charge, comment les choses vont-elles se passer concrètement dans les heures à venir? Bien, vous l'avez vu dans le reportage, en effet, ces familles se sont succédées tout au long de la journée pour se rendre dans une cellule de crise juste à côté d'ici. Elles ont été donc prises en charge et les autorités leur ont proposé ce soir d'être hébergées dans des hôtels limitrophes de l'aéroport pour qu'elles puissent rester ensemble, pour qu'elles puissent profiter cette nuit d'aide psychologique de professionnels particulièrement formés pour ce genre de catastrophe. On souligne aussi la profonde émotion du village, on l'a entendu avec le reportage à Düsseldorf, un village qui est à 40 km d'ici et dont le collège avait accueilli cette classe d'Allemands, 16 collégiens âgés de 15 ans qui ont tous péri dans l'accident. Alors 3 journées de deuil national ont été annoncées à partir de demain, une minute de silence également demain à 10h, et puis une information concernant la compagnie aérienne Germanwings qui est dans ce petit bureau là juste derrière moi. Eh bien Germanwings a décidé de maintenir son vol ce soir, un vol qui a décollé à 19h30 et qui pour rejoindre Düsseldorf. Merci Bertrand Aguirre en direct de l'aéroport de Barcelone. Bonsoir Fabrice Collaro, rebonsoir. Vous êtes notre... Voilà, tel avion. Quelles sont les procédures à respecter quand vous êtes pilote dans un avion qui décroche comme cela? Vous disiez un virage sur la gauche, sur la droite. Y a-t-il d'autres procédures à respecter? Alors faisons attention au terme. Pour moi, cet avion n'a pas décroché. Décrocher veut dire perte de contrôle, même momentané, de l'avion. Là, visiblement, nous avons un avion qui se met en descente, une descente importante,
qui reste sur sa ligne, sur sa route, c'est ça qui est déjà incompréhensible, et deuxièmement, à aucun moment qui informe qui que ce soit. C'est le grand mystère de cet accident. Une descente qui n'est pas volontaire ou qui l'est? Très difficile de répondre à ce stade-là. Oui. Tout est ouvert. Un mot également, Jean Serra, je voudrais votre analyse, vous qui connaissez bien ce genre de situation. Révision, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors cette grande révision, elle avait eu lieu à l'été 2013, et puis hier, il y avait eu aussi un contrôle de routine. La grande révision, c'est une opération qui se fait environ tous les 12 à 18 mois. C'est une visite qui dure une semaine, l'appareil est mis hors service, on le met dans un hangar, et puis on va désosser entièrement, enfin désosser pas totalement, mais on va inspecter totalement la structure de l'appareil. On va même passer les ailes et la carlingue aux ultrasons pour déceler d'éventuelles micro-fissures. On regarde tous ces systèmes, on change des câblages s'il le faut, on vérifie les moteurs, et puis il faut bien sûr que les instruments du cockpit fonctionnent parfaitement. Bref, on regarde tout. Merci Fabrice pour ces explications. Alors cette catastrophe aérienne a eu des conséquences jusqu'au sommet de la monarchie espagnole et dans plusieurs pays européens. Le roi Felipe VI se trouvait ce matin en France pour sa toute première visite d'État à l'étranger, et c'est aux côtés de François Hollande qu'il a appris l'information alors qu'il se trouvait à Paris. Récit de Valérie Nataf et Éric Vaillant. François Hollande a appris la nouvelle alors qu'il était à la Ligue nationale contre le cancer, première intervention. Un avion de la compagnie Germanwings vient de s'écraser au-delà de Digne, près de Barcelonnette. Les conditions de l'accident, qui ne sont pas encore élucidées, laissent penser qu'il n'y aurait aucun survivant. Le roi et la reine d'Espagne sont à Paris pour leur première visite d'État dans un pays européen. Quelques mots échangés avec le Premier ministre dans la cour d'honneur des Invalides, puis le cortège se rend à l'Élysée. Le chef de l'État se dit honoré par l'instance. Au même moment, au ministère de l'Intérieur, réunion de crise avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, premier point de la situation. Jusqu'à présent, les informations que l'on a ne viennent que d'un survol. L'onde de choc se propage de façon tout à fait inhabituelle après un entretien protocolaire. Le souverain espagnol prend la parole dans la cour de l'Élysée. Toutes nos condoléances les plus sincères, du fond du cœur, aux familles qui ont perdu un être cher aujourd'hui. Nous avons pris la décision d'annuler et reporter la visite d'État en France. J'ai moi-même eu à l'instant une conversation avec la chancelière Merkel, qui est particulièrement éprouvée par le drame. À Berlin, le visage défait, Angela Merkel dit son chagrin. Elle a annulé tous ses rendez-vous. C'est un choc pour nous, Allemands, Français et Espagnols. Un choc qui nous plonge dans une profonde tristesse. Les députés qui auraient dû écouter le discours du roi demain dans l'hémicycle observent une minute de silence. 15h30, les monarques se rendent place Beauvau à l'invitation de François Hollande et Manuel Valls pour être informés du dispositif mis en place. Une réunion de travail sans protocole dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur. Demain, c'est sur le site de l'accident, dans les Alpes de Haute-Provence, que le chef de l'État accueillera la chancelière allemande et le chef du gouvernement espagnol. Cet Airbus volait sous les couleurs d'une compagnie aérienne allemande low cost, assez peu connue en France, mais très populaire en Allemagne. Germanwings est une des filiales de la Lufthansa, dont la réputation est excellente. Juliette Duquesne. Germanwings est la compagnie low cost de Lufthansa. C'est l'équivalent de Transavia pour Air France. Le siège social se trouve à Cologne en Allemagne. Germanwings a 76 avions et emploie près de 2000 personnes. Depuis l'an dernier, le nombre de liaisons a fortement progressé. De nombreux vols européens effectués par Lufthansa ont été transférés vers leur filiale à Bakou. Et Germanwings dessert aujourd'hui plus de 130 destinations. En 2013, 16 millions de passagers ont voyagé par cette compagnie. C'est la première catastrophe aérienne de la compagnie low cost. Germanwings est réputé sûr et fiable par les experts en aéronautique, notamment pour l'entretien de ses avions. Lufthansa cherche à travers cette filiale à concurrencer EasyJet ou Ryanair. Les compagnies à bas coût assurent aujourd'hui plus de 40% du trafic des courts et moyens courriers en Europe. Éric de Rivry, un mot d'explication. Ce vol Germanwings était, on l'a dit, un vol low cost. Les exigences en matière de maintenance, d'entretien sont-elles aussi strictes que sur les compagnies dites traditionnelles? Alors, M. Collaro l'a dit tout à l'heure, les exigences sont strictement les mêmes
pour une compagnie dite traditionnelle et pour une compagnie low cost en matière de maintenance. Dans la théorie ou dans les faits? Dans les faits également, c'est l'autorité européenne qui fixe les normes et qui vérifie son application au travers des autorités nationales, la DGAC en France. Alors les avions volent beaucoup plus par tranche de 24 heures que les avions des compagnies traditionnelles et les pilotes volent plus par tranche de 24 heures que leurs homologues d'autres compagnies. Est-ce qu'il peut y avoir de la fatigue aux deux sens du terme, au sens matériel du terme des avions, et puis des équipages fatigués, éventuellement exténués, qui sont moins attentifs? La pression en matière de productivité, elle est évidente chez les compagnies low cost. On ne va pas se cacher derrière ça. C'est une évidence qu'il y a une pression plus forte à la productivité, donc aux heures de vol plus importantes. Comme il y a de la pression à faire tourner les avions sur l'unité chère dans une compagnie aérienne, de faire tourner les avions rapidement, donc de rétrécir les temps en escale, ce qui soumet l'ensemble des personnels à cette pression, mais sans remettre en cause, on ne peut pas assimiler compagnie low cost et compagnie accidentogène, quand bien même aujourd'hui c'est une compagnie low cost qui est concernée par cet accident. Merci pour cette précision. On l'a dit, l'avion impliqué dans cette catastrophe aérienne est un appareil bien connu. L'Airbus A320 est le grand succès commercial du constructeur européen. À ce jour, il a été vendu à plus de 6000 exemplaires. Denis Cadot nous présente cet avion réputé très fiable, adopté par les compagnies aériennes du monde entier. Selon les calculs de son constructeur Airbus, un avion de la famille A320 décolle ou atterrit quelque part dans le monde toutes les 2 secondes et demie. Autre chiffre qui donne la mesure de sa réussite, l'appareil vedette de l'aéronautique européenne a depuis 1987 été livré à plus de 6000 exemplaires. Cela en fait le plus grand succès de l'aviation civile moderne après le Boeing 737. Et c'est bien pour contrer ce succès insolent du fabricant américain que Français et Allemands ont mis au point l'A320, que l'on revoit ici après son premier vol à Toulouse en 1987. Comme son concurrent, c'est un court et moyen courrier, monocouloir et biréacteur, mais avec 2 grandes nouveautés pour l'époque. Des commandes de vol électriques et une planche de bord tout écran qui remplace les cadrans classiques. Surtout, l'A320 consomme au départ 50% du 737. Le succès vient donc très vite et ne cessera de s'amplifier, au point que les Chinois, gros clients du petit Airbus, obtiennent du constructeur l'ouverture d'une usine d'assemblage en Chine pour satisfaire leurs besoins intérieurs. Entre les versions raccourcies ou allongées, le moyen courrier d'Airbus peut parfois transporter plus de 200 passagers, comme son concurrent américain. Au fil du temps, les 2 appareils rivaux se sont modernisés et la nouvelle version remotorisée, l'A320 Neo, encore plus économe en carburant, a volé pour la première fois en septembre dernier. Pendant de très longues années encore, c'est cet appareil qui assurera l'essentiel des bénéfices d'Airbus. Éric de Rivry, un mot sur la spécificité de l'Airbus A320 à l'époque.